You're all pretty much Michael Douglas est un célèbre acteur, producteur et représentant de la célèbre dynastie des acteurs. Il a réussi une carrière semblable à celle de son père, Kirk Douglas, et est devenu une véritable légende hollywoodienne. Dans cette vidéo, nous vous raconterons son parcours jusqu'au sommet. Mix Show présente. Comment vit Michael Douglas et combien il gagne? Michael Kirk Douglas est né le 25 septembre 1944 dans la jeune famille d'acteurs de Kirk Douglas et Diana Deal. Le garçon naît à New Brunswick, dans le New Jersey, mais la famille déménage bientôt à New York. 2 ans et demi plus tard, Michael a un jeune frère, Joel. La famille vivait dans un appartement d'une pièce dans le quartier de Greenwich Village. Aujourd'hui, notre héros est considéré comme l'héritier de la dynastie royale du show business. Mais à l'époque, ses parents commençaient à peine leur carrière. Kirk passait le plus de son temps en Californie à filmer sous contrat avec un studio. Et son mariage avec Diana n'a pas résisté. Les parents de Michael ont divorcé quand il avait 6 ans et il est resté avec maman. 7 ans plus tard, elle se remarie. Le beau-père est devenu le premier adulte à qui Michael pouvait parler de tout, et grâce à lui, le jeune homme s'est senti en confiance pour la première fois. Mais à l'époque, aucun des professeurs n'a pu réfréner son tempérament violent. Même si Michael étudiait bien, il séchait les cours et répondait aux professeurs. Pendant quelque temps, le jeune homme a travaillé dans une station-service mobile. Certains jours, il était l'employé du mois et d'autres jours, il traquait les voitures et volait les pièces détachées avec ses amis. Outre son beau-père, l'autorité de Douglas Jr. est son père, qui a réussi à devenir une icône du cinéma pour toute l'Amérique. Michael est tellement impressionné par les films de Kirk et le temps passé avec lui sur les plateaux de tournage pendant les vacances d'été qu'il veut lui aussi devenir acteur. Il demandait souvent à son père à quelle porte frapper pour percer à Hollywood. Mais celui-ci s'opposait catégoriquement au choix de son fils. Cependant, lorsque Michael s'est inscrit à l'Université de Californie pour étudier l'art dramatique et jouer dans des productions théâtrales, Kirk est venu à chaque représentation de son fils, même s'il était très occupé. À l'université, Douglas se lie d'amitié avec Danny DeVito, qui deviendra plus tard son colocataire. Il loue un appartement à New York pour $150 par mois. Parallèlement, le jeune homme gagne sa vie en livrant du café au cinéma et en travaillant dans les coulisses. Kirk contribue néanmoins au début de la carrière d'acteur de son fils. Ensemble, ils ont joué et produit le film Cast and Giant Shadow en 1966. Les rôles suivants ne sont apparus que quelques années plus tard, à la fin des années 60 et au début des années 70. Douglas joue dans plusieurs séries télévisées et films tels que Hale et Row. Sur le plateau de tournage, le jeune homme rencontre une jeune actrice prometteuse, Brenda Vaccaro. Le couple est inséparable pendant 6 ans. Vivant comme des hippies et se jurant un amour éternel, Michael qualifie cette période de la plus belle de sa vie. Mais la relation s'est terminée brutalement. Brenda est montée dans sa voiture et est partie. Le premier travail important du jeune acteur est le rôle d'un inspecteur dans la série télévisée The Street of San Francisco, qu'il obtient en 1972 et qu'il joue pendant 5 ans. I've got 2 eyewitnesses. What did they see? Police brutality. Oh, come on now. Joe Landers? Look, he may be a little hard-nosed, but he never manhandled anybody. I don't buy that. All right, did they see the gun go off? Not who was holding it, no. Son partenaire sur le plateau était Carl Malden, l'ami de Kirk Douglas. Il appelait Michael le fils qu'il n'a jamais eu et insistait pour qu'il participe au projet. Il est intéressant de noter que, même après avoir déménagé à Hollywood, Michael a continué à payer sa part du loyer, tandis que DeVito restait à New York. En 1972, notre héros apparaît également dans les films When Michael Calls et Napoleon and Samantha. Ce dernier est devenu un classique des films américains pour enfants. Plus tard, Douglas est rattrapé par le travail en coulisses. Il réalise l'un des épisodes de Street of San Francisco et commence à travailler sur l'adaptation cinématographique du roman de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Les droits de l'adaptation cinématographique appartiennent à Kirk, mais il a abandonné l'espoir de mettre en œuvre le projet et l'a confié à son fils. Le film a dépassé toutes les attentes, remportant aux 5 Oscars et rapportant de fabuleux bénéfices à la dynastie Douglas. Depuis, notre héros a été producteur de nombreux films dans lesquels il a joué. En 1977, Michael épouse la fille d'un diplomate australien, Chandra Lucker, et 1 an plus tard, ils ont un fils, Cameron. Selon les 2 époux, leur vie commune a été comme un volcan. Il s'est calmé pendant un certain temps, puis est entré dans l'éruption avec une force terrible. Et les infidélités ont été nombreuses. Diandra a déclaré dans une interview qu'elle avait surpris une fois son mari avec son ami
mais qu'à chaque fois, elle lui avait pardonné. En 1978 sort le thriller China Syndrome qui rapporte 262 000 $ à Douglas. Pour son film suivant, le drame sportif Running, Michael s'entraîne beaucoup et court environ 55 miles par semaine. En outre, il a arrêté de fumer 2 paquets de cigarettes par jour et a perdu près de 10 kilos. Ensuite, le film It's My Turn est sorti. Mais sa carrière florissante a dû être mise en pause pendant plusieurs années. En 1980, Douglas se blesse gravement dans une station de ski et ne revient sur les écrans qu'en 1983, avec le film policier The Star Chamber. Ce film n'est pas très connu, contrairement à son œuvre suivante, le film d'aventure Romancing the Stone. Michael, qui est également devenu producteur, a acheté le scénario pour 250 000 $, ce qui lui a permis au film de dépasser les 85 millions d'entrées dans le monde entier. Oh, God damn it, what a ride, huh? I'm telling you, this has turned out to be one hell of a morning. La suite du film, intitulée Le Joyau du Nil, a connu le même succès en 1985, bien que Douglas ait participé à cette suite sans grand désir. La comédie musicale A Chorus Line sort bientôt sur les écrans, et en 1987, le monde connaît 2 succès à la fois, Fatal Attraction et Wall Street. Pour le premier, Douglas a reçu 13 millions de $, et pour le second, 2 récompenses cinématographiques majeures, un Golden Globe et un Oscar. En outre, le rôle du requin de la bourse et parallèlement du méchant principal a ironiquement inspiré de nombreuses personnes à faire carrière dans l'économie et la bourse. En 1989, Michael a présenté au public le thriller policier Black Rain et la comédie The War of the Rose. Dans cette dernière, il travaille avec son ami Danny DeVito. Il produit ensuite plusieurs films, dont le film d'action avec Jean-Claude Van Damme, Double Impact, et joue dans le drame militaire Shining Truth. Mais le succès absolu, en 1992, est le thriller Basic Instinct, pour lequel Douglas reçoit 15 millions de $. My sex life's actually pretty shitty since I stopped seeing you. Start developing calluses. Selon Michael, le tournage de la scène de sexe avec Sharon Stone a été une véritable torture, car ils ont dû répéter la chorégraphie pendant 10 heures. 5 jours d'affilée. En outre, l'acteur a interdit de se filmer nu de face. D'ailleurs, il a réalisé presque toutes les cascades en voiture tout seul. Le rôle du détective de Basic Instinct est devenu l'un des plus brillants de la carrière de Douglas. Mais il n'est pas resté figé dans un rôle. Dans les films suivants, Falling Down, il incarne un homme ordinaire qui ne supporte pas l'injustice du monde. Pour participer à ce projet, Michael a annulé des vacances en famille et a dit plus tard que ce rôle était son préféré. Ensuite, l'acteur a ajouté plusieurs rôles à sa filmographie. Dans les films Disclosure, avec un paiement de 12 millions de $, et American President. En travaillant sur ce dernier, Douglas a découvert un parent éloigné des présidents américains Richard Nixon et Bush. Et le gain s'est élevé à 15 millions de $. Son intuition pour le succès n'a pas déçu l'acteur et producteur. Chacun de ses projets suivants a été un grand succès. Par exemple, le film d'aventure The Ghost and the Dark's Nest et les thrillers A Perfect Murder and Game. Pour chacun desquels, Michael a reçu quand même 20 millions de $. Oh, no, you've got to be kidding. What is happening? This is what I was trying to explain to you. This is a game. Pendant ce temps, de grands changements se produisent dans sa vie personnelle. Depuis le milieu des années 90, son mariage avec Diandra était conforme et il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les termes du divorce. Même le contrat de mariage ne leur facilitait pas la tâche, car Diandra voulait augmenter le montant de la compensation et Michael voulait le réduire. En même temps, il s'investissait dans une nouvelle relation. En 98, lors de la projection du Masque de Zorro, il voit Catherine Zeta-Jones et est tellement fasciné par elle qu'il déclare immédiatement son désir de devenir le père de ses enfants. Plus tard, l'actrice avouera qu'elle est immédiatement tombée amoureuse de lui, mais qu'elle ne voulait pas avoir de liaison avec un homme séduit. Pourtant, 6 mois après leur rencontre, ils passent des heures au téléphone à parler de tout et de rien. Leur relation s'est ensuite développée rapidement. Le soir du Nouvel An 99, alors que Catherine était déjà enceinte, Michael offre à son bien-aimé une bague longuement préparée ornée d'un diamant de 10 carats entouré de 28 pierres de plus petites. Son coût est estimé à entre 1 et 2 millions de $. La première femme de l'acteur a alors, sans sarcasme, déclaré aux journalistes qu'il devait changer de religion pour en adopter une où la polygamie est autorisée. Mais Douglas était déjà prêt à accepter toutes les conditions de Diandra. En 2000, il lui a donc versé 45 millions de $ et lui a légué un manoir à Beverly Hills, ainsi que la moitié de son domaine à Majorque. Michael a d'ailleurs essayé à plusieurs reprises de trouver un acquéreur pour cette luxueuse propriété,
mais comme son ex-femme restait la copropriétaire, il l'a retirée du marché. En août de la même année, Catherine a donné naissance à leur premier enfant, Dinah et Michael, et en novembre, ils ont eu un magnifique mariage de l'année, qui a coûté à peu près 2 millions de $. Cependant, 1 million a été couvert car le magazine Hockey a payé pour obtenir des photos exclusives de cette magnifique célébration. Il est intéressant de noter que Michael et Catherine sont nés le même jour avec une différence de 25 ans. Les affaires personnelles n'ont pas empêché Douglas de jouer et de produire activement. Ainsi, en 2000, il a présenté le film Wonder Boys et a joué avec sa jeune épouse dans le thriller Traffic. Ces deux projets rapportent à notre héros 15 millions de $. Suivent les films One Night at McCool's, Downstairs World, The In-Laws and Intruders in the Family. Ce dernier inspirant des représentants de 3 générations de la famille Douglas, Kirk et Diana, leur fils Michael et leur petit-fils Cameron. En 2003, la famille de Michael et Catherine a accueilli leur fille, Carrie Seaton. Après sa naissance, les célébrités s'installent aux Bermudes, d'où est originaire la mère de notre héros. Pendant plus de 10 ans, le couple a vécu une vie tranquille, ne s'absentant que pour les tournages, et les enfants ne savaient même pas ce que faisaient leurs parents. Leur famille se souvient qu'enfant, elle était persuadée que l'occupation principale de son père était de faire des crêpes pour le petit déjeuner et de faire plaisir à maman. Le couple possède toujours ce nid douillet, bien qu'il ait tenté de le vendre en 2019 pour 10,6 millions de $, mais ils ont changé d'avis. Après une courte pause dans son activité créatrice, Douglas revient sur les écrans en 2006 avec les films The Sentinel, You, Me and the Prey et un an plus tard présente la comédie dramatique King of California. Viennent ensuite les films Ghost of Girlfriend's Past, Beyond a Reasonable Doubt, Solitary Man et la suite du drame de 1987, Wall Street, L'argent ne dort pas. You're the ninja generation. No income, no job, no assets. You got a lot to look forward to. Une période chargée de sa carrière coïncide à nouveau avec les vicissitudes de sa vie privée. Son fils aîné Cameron est toxicomane et notre héros doit lui interdire de s'approcher de sa famille. En 2009, Cameron est accusé de contrebande, ce qui le conduit direct derrière les barreaux. À propos, Michael a lui aussi souffert de toxicomanie et dans les années 90, il a suivi un traitement dans une clinique de réadaptation. Son fils a également réussi à se débarrasser d'une dangereuse addiction et Catherine Zeta-Jones est devenue à cette époque difficile un véritable soutien pour la famille. Mais bientôt, un autre malheur les frappe. En 2010, un cancer du larynx est diagnostiqué chez Michael. Catherine fait tout pour aider son mari à guérir, mais bientôt elle ne supporte plus le stress et commence à montrer des signes de troubles bipolaires. Ces périodes d'activité incroyables sont remplacées par la dépression la plus profonde et Michael ne prend pas du tout au sérieux les problèmes de sa femme. Ces événements ont failli mettre fin à leur union. Et ils ont sérieusement envisagé de divorcer, mais ils ont tout de même réussi à se réconcilier. En 2012-2014, des films tels que A Wire and So It Goes, Beyond the Reach et le drame biographique Behind the Cambellara sont sortis sur les écrans. Dans ce dernier, l'acteur incarne la légende du show business américain, le pianiste et animateur Liberace. Et ce rôle est devenu un véritable cadeau pour lui après sa maladie. Il s'entraîne longuement, recréant la voix de son personnage et étudie sa technique de jeu au piano. C'est également à cette époque que l'acteur joue dans la comédie dramatique Las Vegas aux côtés de Robert De Niro et Morgan Freeman. It's just winding up a little too fast. And I'm feeling old and alone. En 2015, Michael a rejoint l'univers cinématographique Marvel en jouant le rôle de Hank Pym dans le film Ant-Man. Il est apparu sous la même image dans d'autres projets, Ant-Man et la Guêpe, Avengers Endgame et la série animée What If. En outre, durant cette période, l'acteur a joué dans le film d'action Unlocked, le thriller Animal World, a participé au doublage de la série pour enfants Green Eggs and Ham et a présenté la série The Gominsky Method. Pour ce rôle comique rare chez lui, Douglas a reçu un autre Golden Globe. Fine. It is fine. Which is what I said. No, you said it with an attitude. You said fine. Forgive me. Fine. Jesus, let's just order. Fine. En outre, notre héros a travaillé en tant que producteur sur le préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou, la série Ratchet sur une infirmière d'hôpital psychiatrique. Fin 2018, l'étoile de Michael Douglas a été dévoilée sur le Hollywood Walk, dédié au 50e anniversaire de sa carrière. L'acteur avoue que seul le travail lui permet de garder la forme et d'être en forme. Il a donc beaucoup de projets. En février 2023, le premier du film d'action fantastique Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, dans lequel Douglas incarne à nouveau Hank Pym.
Le tournage de la série Franklin sur le président américain Benjamin Franklin a déjà commencé et une série historique sur les relations entre deux autres présidents, Reagan et Gorbatchev, est en cours. Ni l'âge ni la maladie n'ont affecté l'intelligence de Douglas, qui surprend encore par sa capacité à se souvenir instantanément du nom des personnages qu'il voit pour la première fois et à remarquer les moindres nuances qui distinguent le comportement de son interlocuteur. Il aime le golf et la Formule 1 et fait également beaucoup d'actions caritatives. En tant qu'envoyé des Nations Unies pour la paix, il a pour mission d'attirer l'attention du monde sur le désarmement nucléaire et la protection des droits de l'homme. La philanthropie est une affaire de famille au Douglas. Par l'intermédiaire du fonds enregistré, il envoie de l'argent à diverses organisations. La totalité de l'héritage de Kirk Douglas, soit 61 millions de dollars, a également été envoyée à une association caritative, d'autant plus que la fortune de Michael dépasse largement le capital de son papa. Il est estimé à 350 millions de dollars gagnés en tant qu'acteur et producteur. Par ailleurs, Douglas investit, cependant après la crise de 2008, où il a perdu 35 à 40% de sa fortune, Michael est devenu plus conservateur en matière d'investissement. Michael Douglas possède un portefeuille immobilier de grande valeur avec des actifs dans le monde entier, qu'il vend progressivement pour son propre compte. Il possède un terrain d'une superficie de plus de 12 hectares dans le comté de Westchester, à New York, qu'il avait acheté en 2015 pour 11,3 millions de dollars et vendu en 2019 pour 20,5 millions de dollars. À peu près à la même époque, Catherine et lui ont payé seulement 4,5 millions pour une maison dans la riche banlieue d'Irvington, dans l'État de New York. Le manoir géorgien de 3 étages compte 8 chambres, 12 salles de bain, plusieurs salons et salle à manger, une piscine intérieure bien sûr et une vue pittoresque sur la rivière Hudson. Douglas et sa femme sont également propriétaires d'un grand appartement à New York avec vue sur Central Park. Le penthouse de 15 pièces comprend une chambre principale et une bibliothèque confortable. En 2021, la propriété a été mise en vente mais n'a apparemment pas encore trouvé preneur. L'acteur apparaît rarement dans des publicités commerciales. L'exception est la société allemande de commerce électronique d'action Comdirect. Mais la vidéo la plus intéressante est celle de 60 secondes pour l'FBI dans laquelle Michael apparaît sous les traits de son personnage de Wall Street. On sait que Douglas possède des voitures de marque et d'époques différentes. Des plus anciennes aux plus modernes, en particulier la Mercedes-Benz de type militaire et la Toyota Prius. Aujourd'hui, la dynastie des Douglas est poursuivie par Cameron, le fils aîné de Michael, mais jusqu'à présent, ces films n'ont pas connu un grand succès. Quel est le film de cet acteur que vous préférez? Okay. 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 Peter Dinklage. Comment vit Tyrion de Game of Thrones et combien gagne-t-il? Peter Hayden Dinklage est né le 11 juin 1969 à Morristown, dans le New Jersey, dans une famille ordinaire. Sa mère, Diane, travaillait comme professeur de musique dans une école primaire et son père, John Carl, comme agent d'assurance. Mais il était au chômage pendant de longs mois. Notre héros avait du sang allemand, irlandais et anglais dans les veines. Au moment de la naissance du Peter, la famille élevait déjà un fils, Jonathan. Dans sa petite enfance, le futur acteur a été diagnostiqué avec une mutation génétique rare, l'achondroplasie. Cette pathologie est un type de nanisme dans lequel la croissance des membres est ralentie. Alors que la tête et le torse se développent normalement, fait remarquable, seul Peter est atteint de cette maladie, le reste de sa famille étant en parfaite santé. À l'âge de 5 ans, le garçon a subi une opération pour redresser ses jambes. Mais les médecins n'ont pas pu en faire plus. À l'adolescence, Dinklage mesurait 135 cm et pesait 35 kg. Il fréquentait une école privée catholique pour garçons, Delbarton. En raison de son apparence, il était souvent humilié par ses camarades, si bien qu'il était coléreux et peu sociable. Dans une interview, Dinklage a admis qu'il était capable de faire face à la pression à la société grâce à sa famille, qui lui a appris à s'accepter. En grandissant, le garçon a commencé à faire de l'humour avec sa particularité, ce qui a renforcé sa confiance en lui. En 5e année, Peter a joué le rôle principal dans la production scolaire du Lapin de velours et a reçu une telle tempête d'applaudissements qu'il a décidé de devenir acteur à l'avenir. Après cela, il a participé à de nombreuses productions jusqu'à l'obtention de son diplôme. Pendant son temps libre, Dinklage a développé son talent en organisant avec son frère aîné des spectacles de marionnettes pour les voisins. D'ailleurs, Jonathan avait aussi de bons talents d'acteur. Mais l'amour de la musique l'a emporté, et il est devenu violoniste professionnel.
Il est intéressant de noter que le manager de Bruce Springsteen vivait à côté d'Eddie Clage. Le célèbre musicien est répété souvent, et selon la famille de Peter, c'était brillant et il n'est pas du tout ça. En 1987, notre héros obtient son diplôme de fin d'études secondaires, après quoi il s'inscrit au Bennington Theatre College dans le Vermont, où il choisit de se spécialiser dans l'écriture de pièces de théâtre. Là, il s'est révélé être un étudiant talentueux et travailleur, ainsi qu'un excellent camarade. Peter passait son temps libre comme n'importe quel autre étudiant normal dans des sociétés bruyantes avec de la boisson et de la musique. Il a même joué dans son propre groupe punk, Wheezy, où il jouait de la trompette et était l'un des chanteurs principaux. En souvenir de sa jeunesse insouciante, Dick Clage a une cicatrice visible le long de son visage, qu'il a reçue lors d'un concert en sautant sur scène. En 1991, le jeune homme a obtenu son diplôme universitaire, après quoi il est parti à New York avec son meilleur ami, Lon Bell, pour y ouvrir une compagnie de théâtre. Les garçons ont peu d'argent. Ils louent donc un appartement bon marché à Brooklyn, sans chauffage et avec une horde d'aura. Pendant longtemps, Peter n'a pas pu trouver de travail. Les corps de théâtre ne le prenaient pas. Et au cinéma, on ne lui proposait de jouer que des lutins ou des gnomes, dont il refusait les rôles par principe, car il ridiculisait surtout les nains. Après de nombreuses auditions infructueuses, Dinklage a pris un emploi dans une société de traitement de données. Mais l'argent qu'il gagnait suffisait à peine à payer le loyer. Peter a admis qu'à l'époque, il ne pouvait souvent se permettre qu'un paquet de chips par jour. Les deux jeunes gens ont fini par être expulsés pour non-paiement du loyer. Après quoi, notre protagoniste a été contraint d'errer parmi ses connaissances à la recherche d'un endroit où loger. Bientôt, la chance sourit à Dinklage et il obtient un rôle dans un film indépendant. En 1995, l'acteur en herbe a fait ses débuts à l'écran dans la comédie dramatique Living in Oblivion, où son partenaire sur le plateau était Steve Buscemi, qui est devenu son meilleur ami. Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No! I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. Dans le film, Peter a essentiellement joué son propre rôle, celui d'un acteur qui, en raison de son nanisme, ne se voit offrir que des rôles stéréotypés. Cependant, bien que le jeu de Peter Dinklage ait été très bien accueilli par la critique, il n'a pas pu trouver d'agent. En 1996, Peter joue dans le film d'action Bullet de Mickey Rourke, mais n'est même pas inscrit au générique. Les années suivantes, il n'obtient que des rôles mineurs dans des films à petit budget, dont les plus notables sont Safe Man, Nature Animal, Just a Kiss, 13 Months et la série télévisée Third Watch. En 2003, Dinklage est apparu dans le drame The Station Agent, où il a obtenu le rôle d'un nain reclus et voué aux moqueries des autres. Really angry? About what? Being a dwarf. Ce rôle a constitué une véritable percée dans sa carrière et lui a valu de nombreuses nominations pour des prix cinématographiques, dont le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur. La même année, il apparaît dans le film fantastique familial Elf et dans le drame Tiptoes, avec Gary Oldman, Matthew McConaughey et Kate Beckinsale comme partenaires de tournage. Peter a également joué au New York Public Theatre le rôle de Richard III dans la pièce éponyme de Shakespeare, ce qui était un rêve de longue date pour lui. Par la suite, Dinklage est apparu dans de nombreuses autres pièces. Il est intéressant de noter que c'est son amour pour le théâtre qui a joué un rôle important dans la vie privée de l'acteur. À la fin des années 90, il a rencontré la directrice de théâtre Erika Schmidt et sur la base d'un intérêt mutuel pour les arts dramatiques entre jeunes gens, une forte amitié s'est nouée qui s'est transformée en amour au fil des ans. En 2004, Peter a demandé à sa bien-aimée en mariage. Et un an plus tard, le couple a célébré un mariage, mais en toute modestie. En 2005, Dinklage a joué dans la série télévisée Life as We Know It et Entourage, le mélodrame Baxter, la comédie Surviving Hayden et le drame La Scie, où il incarnait un artiste de cirque itinérant. Sa filmographie s'est ensuite étoffée avec les séries The Westworld et Nip Tuck, la fantaisie romantique Penelope et le drame Feel Me Guilty avec Vin Diesel. Bien que le film ait échoué au box-office,
la performance de Peter lui a valu de nombreuses critiques élogieuses. En 2007, Dinklage a joué le rôle d'un savant fou dans la fantasy familiale Underdog et a également joué dans la comédie britannique Death a Funeral, dans le rôle de Peter qui apparaît à la cérémonie funéraire et prétend avoir été l'amant du défunt, exigeant de l'argent de ses proches pour le faire taire. How do you think that makes me feel? No, I'll tell you how that makes me feel. Cheap. Like a cheap slut. Don't you think I deserve something? Le film est devenu si populaire que 3 ans plus tard, un remake américain a été réalisé dans lequel notre héros jouait à nouveau le même personnage, mais avec un casting différent. En 2008, l'acteur est apparu dans Les Chroniques de Narnia, Prince Caspian, où il jouait le nain Trupkin. Après la sortie du film, les critiques ont été unanimement déclarées que Dinklage n'avait pas réussi à éliminer l'image stéréotypée et lui-même a considéré sa participation à ce projet comme une grande déception. Ensuite, la filmographie de Peter a ajouté des œuvres telles que le sitcom 30 Rock, le drame St. John of Las Vegas, le mélodrame I Love You Too, The Last Ride of Ransom Pride et la tragédie Peter Small's Dead, où l'homme est également agi en tant que producteur exécutif. En 2011, Dinklage est apparu dans la tragicomédie romantique A Little Bit of Heaven, ainsi que dans la série acclamée Game of Thrones, basée sur la série de romans A Song of Ice and Flame de George Martin. What you see is a dwarf. If I had been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me. Fait remarquable, notre héros a été le premier acteur confirmé qui n'a même pas participé au casting. Dans la série, Peter incarne Tyrion Lannister, surnommé le Lutin, qui mène une vie dissolue, on va dire. Après la première de la première saison, Dinklage est apparu sous la couverture de Rolling Stones. Le magazine Playboy l'a qualifié de beau sexy et la publication JQ lui a décerné le titre d'étalon de l'année. L'acteur lui-même est sceptique quant à ces titres car il ne croit pas qu'en réalité les femmes s'intéressent vraiment aux nains. Par la suite, il a eu 7 autres saisons de Game of Thrones, dans chacune desquelles Peter a continué à jouer jusqu'en 2019. Dans une interview, il a admis que lorsqu'il mettait la main sur un script, il commençait à le lire depuis la fin pour s'assurer que son personnage serait à la hauteur de la dernière série. Ce faisant, la popularité de son personnage n'a fait qu'augmenter au fil des saisons. Et il a fini par arriver en 2e position dans le classement des meilleurs personnages, derrière sa sœur à l'écran, Cersei. At some point, I want to hear how a Night's Watch recruit became king in the North. As long as you tell me how a Lannister became hand to Daenerys Targaryen. Long and bloody tale. To be honest, I was drunk for most of it. Par ailleurs, Lena Headey, qui a joué Cersei, est une amie de longue date de Peter. Et c'est lui qui a conseillé au réalisateur de l'inviter pour le rôle. Notamment parmi les acteurs de la série, notre héros est celui qui a reçu le plus de récompenses. 4 Emmy, Golden Globe, Saturn et le Screen Actor Guild Award. Et le New York Times a désigné Peter Dinklage comme l'un des 8 acteurs qui ont fait la télévision une forme d'art. Game of Thrones a été un projet de HBO le plus réussi de tous les temps et aussi le plus cher dans le genre fantastique. Selon certains rapports, les honoraires pour les 2 premières saisons de Peter étaient de $150 000 par épisode. Dans le 3 et le 4e, 300 000. Et dans le 5e et 6e, un demi-million. Et dans le dernier, 1,1 million par épisode. Ainsi, le revenu total Dinklage de tournage de la série a dépassé $30 millions. Parallèlement au tournage de Game of Thrones, l'acteur a été impliqué dans d'autres projets, prêtant sa voix aux personnages des films d'animation Scrat Continental Crack Up Partie 2, Ice L'Âge de Glace 4, Continental Drift, Rick and Mortimer et Angry Birds. Il a également prêté sa voix à Game of Thrones, dans le jeu vidéo bien sûr. En outre, Peter est apparu dans plusieurs films. En 2013, sa filmographie s'est étoffée avec le mélodrame A Case of Few et la comédie Knights of Bad Husband. Et en 2014 avec les autres Low Down et The Hungriest Man in Brooklyn, ainsi que le film d'action fantastique X-Men, où il a incarné le scientifique maléfique Bolivar Trask. You see the need for my program.
it'll be too late. And you will have lost 2 wars in 1 lifetime. Il convient de noter que Dick Cage voulait tellement jouer dans ce film qu'il a accepté le rôle sans même lire le scénario. Son jeu a été très bien accueilli par la critique. Il a été nommé pour le MTV Award du meilleur méchant. En 2015, Peter a joué dans le drame Taxi et la comédie de science-fiction Pixel, qui a été acclamé par la critique et nommé pour un anti-prix Golden Raspberry. En 2016, Dinklage a fondé Estuary Film avec son partenaire commercial David Ginsburg. La même année, la comédie The Boss s'ajoute à sa filmographie, suivie du film policier Rememory, le drame Three Christ et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. You two boyfriend or girlfriend? Early stages, you know? Is that right? We had a couple dates. Ce film a été très bien accueilli par la critique et les acteurs de l'équipe ont remporté de nombreux prix, dont 2 Oscars et 4 Golden Globes. Malgré le fait que Peter lui-même n'ait rien reçu pour son rôle, le public a noté son image comme l'une des plus mémorables. En 2018, l'acteur a joué dans le drame de science-fiction I Think We're All Now et dans le film biographique My Dinner with a Ray, sur les derniers jours de l'acteur français Hervé Villechaize. Being famous is like being drunk, except the whole world is drunk with you. Dans ces 2 films, notre protagoniste a également joué dans le rôle de producteur. La même année, Dinklage est apparu dans le rôle d'un nain géant dans le film de super-héros Avengers, Infinity War, qui est devenu l'un des films les plus lucratifs de tous les temps. What happened here? You were supposed to protect us. Asgard was supposed to protect us. Asgard is destroyed. En 2019, Peter a fait un caméo dans la comédie Between Two Ferns, The Movie, et l'année suivante, il a joué le rôle principal dans le thriller I Care a Lot. Il a également prêté sa voix à l'un des personnages du film d'animation The Croods, A New Age. En 2021, Dinklage est apparu dans le rôle titre de la comédie musicale Cyrano, basée sur la pièce de théâtre du même nom, dont le scénario a été écrit par sa femme. Freak. Is that it? Have you exhausted your dictionary of scorn? Fait intéressant, il a littéralement supplié Erika pour ce rôle, car elle rêvait de chanter sur scène. Toutefois, contrairement à l'œuvre originale, l'inconvénient du personnage principal n'est pas un nez énorme, mais une petite taille. Peter a été nominé pour un Golden Globe pour sa brillante performance dans cette comédie musicale. Aujourd'hui, notre héros continue de participer activement à des films. La première de la comédie American Dreamer a eu lieu l'été 2022. Les tournages de She Came to Me, Toxic Avenger et Brother sont également terminés et sont en phase de tournage. The Hunger Games, The Ballad of Snake and Songbirds et bien sûr The Mercenary Pig. À ce jour, la fortune de Nick Cage est estimée à 25 millions de dollars, ce qui inclut les redevances de films et les contrats publicitaires. En 2017, Peter a joué dans une publicité pour la marque de bière Estrella Damm et en 2018, il a rappé dans une publicité pour les chips Doritos et le soda Mountain Dew Ice aux côtés de Morgan Freeman. L'acteur a également fait la promotion de la technologie de mise en réseau intuitive de Cisco. Il est amusant que Dinklage, devenu célèbre, ait signé un contrat aussi sérieux, car au début de sa carrière, on ne lui a proposé que des rôles de lutin dans des publicités de Noël, qu'il refusait à chaque fois, bien sûr. La célébrité cache soigneusement sa vie privée au public. Peter ne fait pas de médias sociaux et se met très en colère lorsque les paparazzis suivent sa famille. On sait qu'en décembre 2011, sa femme a donné naissance à une fille, dont ils n'ont même pas divulgué le nom. Et en septembre 2017, la famille a eu un autre enfant dont le sexe et le nom sont également inconnus. Selon certains rapports, les enfants n'ont pas hérité de la maladie de leur père. Dinklage et sa famille ont longtemps vécu à Manhattan. On peut souvent le voir promener son chien ou faire de la trottinette.
Il y a quelques années, le couple avait déménagé dans une maison de campagne dotée d'un immense jardin, que l'homme aime entretenir. Mais tout cela reste hors caméra et à l'abri des regards indiscrets des fans. L'acteur possède une Chrysler 300 qui a été spécialement conçue pour sa taille. Il coud également ses propres vêtements sur commande ou les achète dans des magasins pour enfants, ce qui est compréhensible. Depuis l'âge de 16 ans, Dinklage est végétarien. Lorsqu'il a dû manger de la viande sur le plateau de Game of Thrones, ils ont utilisé du tofu et tout simplement de faux produits au lieu de la vraie viande. Peter est également membre de plusieurs organisations de défense des droits des animaux. Il a déjà fait la voix de la vidéo Face Your Food au nom de PETA qui encourage la consommation de nourriture végétalienne pour des raisons éthiques. On a demandé à plusieurs reprises à l'acteur si en tant que célébrité il voulait représenter les intérêts des nains. Il a répondu que, même aujourd'hui, il n'arrive pas toujours à accepter sa particularité et qu'il serait donc hypocrite d'aider les gens à faire face à ce qu'il ne peut pas encore gérer lui-même. Cependant, il a utilisé sa popularité pour attirer l'attention sur un incident. En 2012, dans son discours lors de la cérémonie des Golden Globes, il a mentionné l'acteur nain Martin Anderson, qui a été jeté dans un bar néo-zélandais par un rugbyman ivre. À la suite de cette chute, Anderson a subi une blessure à la colonne vertébrale et a fini par mourir de ses blessures en 2016. Notre héros est devenu internationalement célèbre après la sortie de Game of Thrones. Mais sa filmographie est pleine d'autres œuvres notables. Et vous, quel est votre film préféré de Peter Dinklage ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y !